Chapitre 26. Quand il n'y avait pas d'autres garçons dans les parages, pas d'ennemi commun contre lequel se liguer, Willy et moi nous en prenions l'un à l'autre. Ça se produisait la plupart du temps sur la banquette arrière de la voiture quand papa nous emmenait quelque part. À la campagne, par exemple, ou à la pêche au saumon. Bon, une fois ils partaient en Écosse et ils se sont battus sur la banquette arrière. Et Charles s'est brusquement rangé sur le bas-côté et a crié à Willy de descendre. Moi, mais pourquoi moi ? Willy s'est tourné vers moi furieux. Il avait toujours l'impression qu'on me passait tout. Il est sorti de la voiture, il a rejoint à grandes enjambées exaspérées le véhicule des gardes du corps juste derrière nous. Il est monté et a bouclé sa ceinture. Nous n'avons plus jamais oublié de mettre notre ceinture après la disparition de maman. Donc il se battait, mais avec la ceinture. De temps à autre, je tournais la tête pour jeter un coup d'œil par la vitre arrière. Je distinguais derrière nous la silhouette du futur roi d'Angleterre en train de ruminer sa vengeance. Chapitre 27. La première fois que j'ai tué un être vivant. Donc il a tué un lapin. On n'aimait pas beaucoup Harry. Maintenant qu'il tue des lapins, on l'aime un peu moins. Sa nanny lui a mis du sang sur le visage en lui disant « Tu es désormais initié ». Le rituel du sang, une tradition immémoriale, une marque de respect à l'égard de la créature tuée, un acte de communion pour le tueur, et aussi une façon de consacrer le passage de l'enfant à « pas l'homme tout à fait, non, pas tout à fait, mais presque, le beauf, le plouc ». Oh, chouette! L'initiation à la chasse aux cerfs. On va remettre le sketch des inconnus, parce que c'est les mêmes. Donc il avait un guide, Sandy, qui avait 1000 ans, on aurait dit qu'il avait chassé le dinosaure dans sa jeunesse. Donc Harry tue son premier cerf. Quand nous sommes arrivés à la hauteur du cerf, qui est mort, j'ai éprouvé un immense soulagement. Il avait déjà les yeux voilés. Ce qu'on redoutait toujours, c'était que la pauvre bête soit simplement blessée et qu'elle disparaisse au fond des bois, où elle souffrirait dans la solitude pendant plusieurs heures. Sinon, tu peux ne pas aller tuer un cerf, tu peux aller faire une randonnée, tu peux aller cueillir des champignons, même des champignons vénéneux, et mange-les surtout. J'aime pas trop les chasseurs. Il raconte que Sandy, son guide de chasse, a saigné le cerf, il lui a ouvert le ventre. Le guide lui a mis la tête dans la carcasse du cerf. Oh non, pitié, non, par pitié, je ne veux pas vomir à l'intérieur du bide d'un cerf crevé. Putain, mais c'est vraiment... Mais il est débile, ce mec, c'est pas possible. Ah, c'était le rituel du sang ultime. Des sauvages. Il lui sort la tête du cerf mort. Mes poumons se sont remplis d'air frais matinal. C'est un truc des inconnus. J'ai commencé à m'essuyer le visage dégoulinant de sang, mais Sandy m'a saisi la main pour m'en empêcher. Non, mon ptio. Il y a écrit mon ptio. Oh putain. Oh putain, j'ai Didier Bourdon là dans la liseuse. Quoi? Laisse sécher, mon ptio, laisse sécher. Une chienne comme Lolita, j'en trouverais pas deux. Il fallait éviscérer le cerf. Ils ont enlevé l'estomac, jeté les morceaux inutiles sur la colline. C'est toi le morceau inutile. Découper le foie et le cœur, trancher le pénis en faisant bien attention à ne pas sectionner l'urètre pour éviter de se prendre une grande giclée d'urine d'une puanteur telle que même 10 bains d'Highland n'y seraient pas venus à bout. J'espère qu'il tire une morale de cette histoire en se disant que c'est dégueulasse et qu'il aurait mieux valu qu'il joue à la Nintendo, qu'il aille courir dans les bois. Le sang a séché sur mon visage, la nausée s'est dissipée et je me suis soudain sentie gonflée de fierté. J'avais traité ce cerf avec dignité comme on me l'avait appris. Ah putain, et il chiale parce qu'il se moque de lui dans les magazines, mais la dignité c'est de déviscérer un animal, non mais sérieusement. Une seule balle en plein cœur, outre le fait que l'animal n'avait pas souffert. Cette mort instantanée avait préservé la viande. Mon Dieu. J'avais également témoigné du respect envers la nature. Je n'avais pas la fibre religieuse, mais ce masque de sang me faisait un peu l'effet d'un baptême. Papa, lui, était très pieux, il priait tous les soirs. Mais ce jour-là, à cet instant précis, moi aussi, je me suis sentie proche de Dieu. Quand on aime la nature, disait toujours papa, il fallait savoir tantôt la laisser tranquille, tantôt s'occuper d'elle, et s'occuper d'elle signifiait contenir, et contenir signifiait tuer. Tout cela relevait d'une forme de vénération religieuse. Des tarés pareils que les religieux, les mêmes.
Comme il parle de réguler l'espèce et qu'il dit que si tu pas des cerfs, ensuite tu n'auras pas assez à manger pour tous, je me demande si on peut appliquer la même philosophie aux humains, sachant que contrôler les humains qui bouffent toute l'herbe en les butant, en les éviscérant, est-ce que ça permettrait pas à tout le monde d'avoir à manger? Faut-il manger les riches? Je sais pas quoi dire, je suis totalement affligée par la connerie de ce mec, c'est un degré de bêtise. Arrivés au garde-manger, Sandy et moi avons ôté nos tenues de chasse et nous sommes mutuellement examinés pour être sûrs que nous n'avions pas attrapé de tiques. Ces bestioles pullulaient sur les cerfs et si jamais l'une d'entre elles s'accrochait à votre jambe, elle pouvait s'enfoncer profondément dans votre chair et même finir par vous remonter jusqu'aux couilles. Chapitre 28. Après avoir assassiné et étripé un cerf, Harry va au ski. Harry est très malheureux au ski parce que des photographes le prennent en photo. Il appelle ça le mur, il y a plein de paparazzi qui le prennent en photo. J'ai encore moins d'empathie pour lui maintenant. Et ouin et les photographes, et c'est trop dur. Et bah t'es pas un cerf déjà, c'est bien. Il aime bien skier, il est fort en ski. En revenant du ski, Harry parle à William de sa théorie au sujet de Diana, comme quoi elle se cacherait quelque part et elle compterait revenir. William lui confie que lui aussi au début avait échafaudé une théorie du même genre, mais il avait fini par y renoncer. Chapitre 29. On est à Balmoral, on est en été 2001. Il tue des lapins. Il parle de son arrière-grand-mère, la mère d'Elisabeth, qu'ils ont passé une soirée ensemble, il a bu du gin avec elle et il pensait que tout le monde allait être offusqué qu'ils boivent du gin et tout le monde s'en foutait. Oui, parce que tuer un animal et mettre sa tête dans ses viscères, c'est pas choquant, mais boire un coup, c'est choquant. C'était presque mignon, il parlait de son arrière-grand-mère, jusqu'au moment où il te dit qu'il lui parle d'Ali G, le personnage de Sacha Baron Cohen, et qu'il essaye d'apprendre à dire Bouillakasha, je sais pas si je le dis bien, à sa grand-mère et à claquer des doigts comme Ali G. Et ça le fait mourir de rire. Il est débile. Ça me donnait l'impression d'appartenir à quelque chose. Ces gens étaient ma famille, une famille dans laquelle, au moins le temps d'une soirée, j'avais un vrai rôle. Et ce rôle, pour une fois, ce n'était pas celui du sale gosse. Donc il dit ça juste après avoir parlé de Ali G. Il y a tout un paragraphe sur Ali G. Chapitre 30. Ah, c'est un jour du mois de septembre 2001 et ils vont regarder les infos. Voilà, il est choqué. Chapitre 31. Il pense toujours que sa mère va revenir. Chapitre 32. Il fume un pétard. Chapitre 33. Ils sont à Highgrove Castle. Et ils vont jouer dans les sous-sols où apparemment il y a les meilleures bouteilles de vin de Camilla, des tableaux, des équipements de polo et d'objets tous plus absurdes les uns que les autres, des cadeaux de divers gouvernements. Personne n'en voulait, mais on ne pouvait pas les offrir à quelqu'un d'autre ou en faire donation, ni même les jeter. On se contentait donc de les étiqueter soigneusement, puis de les remiser là pour l'éternité. Si vous voulez vous faire un cambriolage, on peut y aller. Il donne même il dit qu'il y a une lourde porte blanche au rez-de-chaussée. Il faut descendre une volée de marche de pierre en pente raide, se frayer un chemin à tâtons sur un sol de pierre humide, descendre encore 3 marches. Ensuite, il y a un long couloir sous une voûte très basse. Donc franchement, prenez des notes. Il y a peut-être du fric à se faire. Donc dans les sous-sols de Highgrove, donc c'est un abri anti-aérien. Ils ont fait un truc qui s'appelle le club H comme Highgrove, et ils se bourraient tous la gueule. Ensuite à Eton, il y a Marco, le guide, souvenez-vous, l'homme, le vrai là, qui pue la masculinité toxique, qui donne rendez-vous à Harry pour boire un café. Harry est très content. Marco lui dit qu'il n'est pas là pour rigoler. Qu'est-ce qui se passe, Marco? On m'a demandé de vérifier si c'était vrai, Harry. Quoi donc? Je soupçonnais qu'il s'agissait de mon dépucelage, parce que oui, il va tout nous dire. Tout. Même ce que vous ne voulez pas savoir, vous le saurez. Un épisode tout récent et peu glorieux avec une femme plus âgée. Elle aimait les chevaux et elle m'avait traité un peu comme un jeune étalon. Oh putain, j'ai peur de ce que je vais dire. Un rapide débourrage, une petite tape sur la croupe et hop, elle m'avait renvoyé au paddock. Un détail parmi tous ceux nombreux qui avaient fait de cette expérience un désastre. Ça s'était passé dehors, dans un champ d'herbe, derrière un pub plein à craquer. Manifestement, quelqu'un nous avait vus. Si c'était vrai quoi, Marco? Que tu te drogues, Harry? Ah non, ça va. Personne n'a vu Harry.
La rédactrice en chef du plus gros tabloïd britannique avait récemment téléphoné au bureau de mon père pour dire qu'elle était en possession d'éléments prouvant que je me droguais dans divers endroits, notamment au Club H, ainsi que dans un local à vélo à l'arrière d'un pub, pas celui où j'avais perdu ma virginité. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Heureusement qu'Elisabeth II est morte, parce que ça l'aurait achevée. Le cabinet de mon père avait aussitôt demandé à Marco d'organiser un rendez-vous en toute discrétion avec l'un des lieutenants de cette rédactrice en chef, et le lieutenant en question lui avait exposé les éléments dont disposait le tabloïd, et à présent Marco me les exposait à moi. Il m'a demandé si c'était vrai. Mensonge, ai-je dit, rien que des mensonges. Donc il nie ce que Marco avance. Putain, mais c'est qui cette journaliste? Une immonde saloperie, ai-je découvert. Tous ceux qui la connaissaient s'accordaient sur ce point. Cette femme était un furoncle purulent, planté dans l'arrêt du cul de l'humanité, doublé d'une journaliste de merde. Mon Dieu, mais lave-toi la bouche avec du savon. C'est comme ça qu'ils vous apprennent à parler à Eton. Eh ben... Mais rien de tout ça n'avait la moindre importance, parce qu'elle avait réussi, à force de coups tordus, à accéder à un poste de pouvoir, et ces derniers temps elle avait décidé d'utiliser ce pouvoir contre moi. Elle s'était lancée à la chasse aux suppléants, elle ne s'arrêterait que le jour où mes couilles seraient clouées au mur de son bureau. Quel vocabulaire, Harold, quel vocabulaire! Donc là, il pense que son père va nier toutes les rumeurs et, je sais pas, menacer la journaliste si jamais elle publie ça. Mais il apprend que le conseiller de communication qui a été engagé sur les conseils de Camilla pense que c'est mieux de rien dire. Et d'après lui, c'est pour que ensuite Charles passe du mari infidèle au pauvre père célibataire démuni face à son rejeton drogué jusqu'à la moelle. En même temps, il se droguait, hein. Enfin, c'est pas bien de sortir des magazines comme ça, mais il dit que c'est faux, mais il dit aussi clairement qu'il passait son temps à fumer des pétards. Chapitre 34, pour se relaxer, il retourne à Eton et il écoute des CD des bruits de la jungle. Comme ça, il rêve qu'il va tuer des tigres et des bestioles. Et quand il se réveille le matin, le vrai cauchemar l'a rattrapé. Une pleine page en une, la honte, Harry se drogue en janvier 2002. Cette page où étaient exposés tous les mensonges dont m'avait parlé Marco et bien d'autres encore. Mais en même temps, il dit que c'est des mensonges, mais 2 chapitres avant, il nous disait que c'était vrai. Donc je suis confuse. Le trait de junkie, ils disent qu'il sort de cure de désintox. Donc ils ont trouvé des photos de lui qui visitait une cure de désintox, parce qu'il faisait ça dans un cadre caritatif, il aurait bien fait d'y aller, à mon avis, mais bon. Donc ils avaient détourné les photos, donc il dit que tout cela est en partie l'œuvre de sa propre famille, de son propre père et de sa future belle-mère. Ils avaient pris le risque de ruiner ma vie pour faciliter un peu la leur. William lui a dit ça craint Harold. Il compatissait. Apparemment, il était aussi au courant des stratégies de com du spin doctor de Camilla, qui avait conduit au sacrifice public du suppléant. Alors c'est pas sympa, mais franchement... Et pourtant, dans le même souffle, il me disait, William, il me disait qu'il n'y avait rien à faire. C'était comme ça, c'était papa, c'était Camilla, c'était la vie au sein de la famille royale, c'était notre vie. Chapitre 35. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de bébé, et il y a des gens qui vont mourir. Donc nous sommes en 2002... La princesse Margaret et la reine-mère ne sont pas très en forme. Je ne veux pas spoiler, mais... Il connaissait très mal Margaret. Il connaissait les grandes lignes de sa triste existence. Sa triste existence, non mais... Ces histoires d'amour passionné, contrariées par le palais. Margaret avait un regard noir à faire faner les plantes dans leur peau. C'est sympa ça, dis donc. Il fête Noël et Margaret lui a offert un stylo bille avec une petite gomme en forme de poisson accrochée dessus. Je sais pas si on va avoir des éclaircissements sur ce cadeau. Il aurait dû être proche de Margaret parce qu'ils avaient beaucoup de choses en commun. 2 suppléants, ils étaient surtout très casse-couilles, faut le dire. Elle est morte le 9 février 2002. La reine-mère est morte. Il n'a pas donné la date, mais elle avait plus de 100 ans. Chapitre 36. C'est le jubilé d'or, le 50e anniversaire du règne d'Élisabeth II. À la période du jubilé, il y a un journaliste qui prétend avoir des photos de Harry en train de prendre de la cocaïne. Donc il y a un conseiller qui lui demande s'il en a pris. Il dit que c'est faux, qu'il ment, que c'est pas vrai. Il est totalement indigné. Mon Dieu, non, c'est ridicule. Comment pouvez-vous? Non. Le journaliste demande à s'entretenir avec lui et Harry refuse parce qu'il dit que c'est un piège. Ce serait admettre qu'il est coupable. Il est hors de question qu'il cède au chantage. Bien sûr, je prenais bel et bien de la cocaïne à cette époque. Donc il hurle au mensonge, il dit mon Dieu, tout le monde ment sur moi et tout, mais il sort des infos. Alors c'est sa vie privée et c'est pas bien, mais c'est vrai.
Dans la maison de campagne de quelqu'un, pendant un week-end de chasse, on m'avait proposé un rail. J'en avais consommé en d'autres occasions depuis. Donc il chasse sous cocaïne. C'est extraordinaire. Ah, il avait 17 ans. Il risquait d'entacher le jubilé d'or de grand-mère. Le journaliste bluffait, il n'avait pas de photo. Il s'est inspiré du stoïcisme d'Élisabeth II pour mentir. C'est bien, il apprend des trucs. Il dit que tout le monde est tellement calme et zen qu'ils résistent tous à la pression et tout. Il se demande si c'est un enfant trouvé. Mais là, le fait d'avoir pu mentir à un officiel en disant que non, il n'avait jamais pris de cocaïne, peut-être n'étais-je pas un enfant trouvé après tout. Donc c'est bien. C'est très positif. Chapitre 37, c'est toujours le jubilé. Tout le monde trouve ça formidable, même les anti-monarchistes. C'est l'analyse de Harry. Il voit Elisabeth II danser et s'amuser, faire la fête. Il se rend compte, pendant le concert de Paul McCartney et Brian May, qu'elle a des boules qui ess. Donc ça le fait rire parce qu'il pense qu'elle n'entend rien. Mais les gens qui vont à des concerts savent que les boules qui ess, tu entends quand même, ça te protège juste les tympans. Je crois qu'Harry n'a pas tout compris. Chapitre 38. Charles demande à Harry ce qu'il compte faire de son avenir. Tous ses amis vont aller à l'université et Willy est déjà à Saint-Andrews où il fait des étincelles. Et toi, mon cher enfant, est-ce que tu as réfléchi à ton avenir ? Il voulait travailler dans une station de ski. Il voulait travailler au restaurant de fondue dans le centre-ville. Cette fondue était si bonne qu'elle pouvait changer votre vie. Mais ce jour-là, j'ai dit à papa que j'avais renoncé à ce projet absurde et il a poussé un long soupir de soulagement. Tu m'étonnes. À la place, il envisage à présent de devenir moniteur de ski. C'est marrant, je le vois bien, moniteur de ski. Prof de sport, moniteur de ski. Je suis désolée pour les profs de sport qui me regardent. C'est le résultat d'un trauma, d'accord ? Papa s'est raidi, hors de question. Oui, bah oui. Pourquoi pas guide de safari ? Non, mon cher enfant. Ça n'allait pas être facile. Je lui donnais le 06 de ma conseillère en orientation à Pôle emploi, celle qui m'a dit de faire avocate sans jamais avoir fait de droit. Elle m'a proposé spa manager. Là, sa dernière, c'est plumassière et tailleur de pierre. Je lui donnais le mail de Harry. Enfin non, parce que maintenant, il est PDG de je sais plus quelle boîte. Voilà, vive les emplois fictifs. Donc il dit qu'il a envie de faire bondir de surprise tout le monde dans la famille. Il veut trouver sa voie. Le fait est que je m'inquiétais beaucoup, je voulais tracer mon propre chemin, trouver un sens à ma vie dans ce monde. Parce que oui, les suppléants n'ont pas le droit d'avoir d'ambition, apparemment, de carrière. En tout cas, il n'avait pas beaucoup d'ambition scolaire. Je ne voulais pas devenir un de ces parasites oisifs qui passaient leur temps à siroter des cocktails sous le regard consterné des autres et que tout le monde évitait dans les réunions de famille. Ah non mais... Papa lui-même aurait pu en devenir un de parasite oisif. On l'avait toujours dissuadé de travailler. On lui avait expliqué que l'héritier devait ne pas trop s'agiter, rester tranquillement dans son coin afin de ne pas faire de l'ombre au monarque en place. Mais il s'était rebellé, il avait écouté sa petite voix intérieure et découvert qu'il adorait travailler. Il a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il voulait s'inscrire à Bristol pour étudier l'histoire de l'art. Vous voyez, c'est un truc de royauté, hein. Il n'y a pas de travail avec ça. Il ne se voyait pas du tout passer des années à lire des bouquins et son directeur d'études à Eton non plus. Il me l'avait dit en toute franchise, vous n'avez pas le profil universitaire Harry. Et papa abondait à présent dans son sens. Ce n'était un secret pour personne, m'a-t-il dit d'une voix pleine d'indulgence, que je n'étais pas l'érudit de la famille. Par élimination, ils sont tombés sur l'armée. Ça paraissait sensé. Déjà, il aime bien étriper des trucs et tuer des machins, donc oui, c'est bien. Et puis, ça correspondait aussi très bien à ma personnalité. Donc Charles approuve son choix d'aller dans l'armée. Papa a souri. Oui, mon cher enfant, je crois que l'armée est exactement ce qui te conviendrait. Pardon pour les militaires qui regarderaient mes stories. Mais avant, il faut qu'il fasse son année sabbatique. Parce que quand on est riche, on prend des années sabbatiques. C'est bien. Donc son année sabbatique, il va passer la moitié en Australie dans une ferme et l'autre moitié en Afrique à lutter contre le sida. Chapitre 39, c'est la fin de l'année à Eton et Harry est obligé de monter sur scène pour une pièce de théâtre, évidemment Shakespeare. Ils lui ont donné un rôle d'ivrogne, donc ça va. Il était obligé de faire la pièce pour avoir son diplôme. Et il découvre qu'il a un talent insoupçonné, pas pour être ivrogne, hein, pour jouer du théâtre. Donc Charles est très fier de son fils. Il rugissait, pleurait de rire, applaudissait à tout rompre, mais bizarrement jamais au bon moment. Ah.
Chapitre 40. Il y a une prof d'art plastique qui dit qu'il a triché à son examen. Donc Harry, il est dévasté. Bon, finalement, c'est prouvé qu'il n'avait pas triché, mais il voulait diffuser un communiqué, tenir une conférence de presse, dire au monde entier: je n'ai pas triché, j'ai travaillé. Le palais s'y est opposé. Oui, mais en même temps, ce serait un peu ridicule. Je comprends qu'il ait les boules, hein. Comment peut-on même tricher en art plastique? Je me suis posé la même question, personnellement. C'est ainsi que je me suis retrouvée affublée d'un nouveau titre, Prince des Bilots. Le pauvre. Je suis désolée. J'en ai parlé à papa, j'étais désespérée. Il m'a dit ce qu'il disait toujours: mon cher enfant, ne lis pas ces articles, c'est tout. En même temps, lui, le pauvre, il y a la presse qui a sorti ces discussions dans lesquelles il disait qu'il voulait être un tampon. Donc, oh là là, qu'est-ce qu'on rit. Charles, sa technique quand même dans tout ça, c'est de lire du Shakespeare et pas le Daily Mirror, ce qui je pense est un excellent conseil, même si moi je lis pas Shakespeare et je lis le Daily Mirror, mais je pense qu'il a raison. Faisons comme Charles.